Alors hier, le président de la République, Emmanuel Macron, s'est fait remettre donc officiellement ce rapport préparé par cette commission sur les grands défis économiques. Il a été commandé, c'était en janvier 2020, à deux économistes de renom, vous les connaissez, Jean Tirole, prix Nobel, Olivier Blanchard, ancien chef économiste du Fonds monétaire international, le FMI. Gros pavé, très gros pavé, 500 pages qui traitent de trois défis structurels qui sont évidemment essentiels, le climat, les inégalités et la démographie. Et celui qui s'est tapé les 500 pages du pavé, c'est lui, c'est Laurent Grassin. C'est mentir un petit peu, David. Directeur de la rédaction de Boursorama. Ouais. On le mettra en lien d'ailleurs, parce que c'est disponible. Ce qui est important de noter, c'est que c'est disponible en PDF accessible déjà pour tous les gens qui ont envie de le lire. Il n'a pas été rendu avec un peu de retard, ce rapport. Oui, un peu de retard. Bon, en même temps, il y a une crise. Voilà, c'était décembre 2020 initialement, et puis comme on l'a dit, crise sanitaire oblige, il a fallu faire de la visioconférence entre les 26 économistes de cette commission qui sont répartis par tiers, entre un tiers français, un tiers d'économistes européens, un tiers d'économistes internationaux Euro-Europe. Donc on retrouve des gens qu'on connaît bien, on retrouve Philippe Aghion pour les Français, Jean Pisani-Ferry, on a Laurence Boone qui est chef économiste de l'OCDE. Ouais. Pour les noms un peu plus internationaux, on a Larry Summers, on en parlait la semaine dernière. Ancien secrétaire au Trésor de Bill Clinton. Ouais. Voilà, exactement. On a Paul Krugman, le prix Nobel. Et donc voilà un petit peu, il y a eu un petit peu de retard sur ce rapport, vous l'avez dit, très complet. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que, je lisais une tribune ce matin dans Le Monde, que certains trouvent aussi que finalement, cette composition, malgré ce panel d'experts très pointus sur certains sujets, est assez homogène, et notamment on défend une vision... On parle avec des gens qui pensent comme vous, enfin comme nous, comme eux. Voilà, c'est un petit peu et qui manquait d'acteurs de la société civile peut-être et autres, pour varier un petit peu les points de vue. Bon, on va rentrer évidemment dans le détail, Charles Laurent, des principales mesures qui sont proposées par ce rapport. Mais on va, tuer le suspense tout de suite et dire que c'est et c'est le prolongement de ce qu'on dit là, dans la lignée un petit peu de cette vision économique qui est portée par le président depuis son arrivée à l'Élysée. Oui. Pas partout. Voilà, et il faut nuancer. Et on va dire, vous avez dit un mot important, depuis son arrivée. C'est-à-dire qu'on est peut-être plus dans l'Emmanuel Macron de 2017, de campagne de l'Emmanuel Macron qui a gouverné dans le sens où il y a quand même vous l'avez dit, il y a un aspect sur la lutte des inégalités qui revient souvent au cours du rapport. Ils sont très conscients qu'il y a eu la crise des Gilets jaunes en France. Oui. Et chaque mesure, quand elles sont parfois assez radicales, s'accompagne il y a toujours un développement pour dire il faut tenir compte des plus fragiles, des plus faibles, pas qu'ils se sentent isolés. Et il y a certaines mesures qui sont des mesures clairement qu'on pourrait assimiler à des mesures de gauche. La première, c'est celle sur la transmission, la succession. Dont ne rougirait pas un parti de gauche, qui est un dossier dont on parle souvent en France. On est conscient qu'il y a un problème. Personne n'y touche parce que c'est très impopulaire. Même parmi les catégories les plus modestes, il y a toujours cette idée que on touche... Pourtant, ils ont ces abattements. Ils bénéficient d'abattements qui sont, je ne sais plus, je crois que c'est 100 000 euros. Mais alors voilà, donc une des propositions, c'est de dire finalement aujourd'hui en France, cet impôt-là, il rapporte grosso modo 15 milliards. C'est pas énorme. Si vous le comparez, je sais pas, à l'impôt sur le revenu, c'est 75-76 milliards d'euros à peu près. 75,5 milliards d'euros à peu près. Et donc, ça évolue, ça a bien progressé avec le temps, mais ça reste minoritaire. Et l'idée, c'est de se dire, finalement, en France, on a un système, c'est l'économiste qui a suivi ce dossier qui le dit, à courte vue, où en fait, on va s'intéresser plus à la succession, à taxer la succession au moment où elle a lieu, qu'aux bénéficiaires. Ce qui fait que quand vous êtes une famille, on va dire, plutôt opulente, vous pouvez, tout au long, vous avez des donations, etc. Et donc, l'idée, c'est de prendre en compte, finalement, dans la transmission, tous ces différents paramètres, de façon à avoir une imposition plus juste et de permettre également une imposition plus progressive sur les classes moyennes. Ils parlent d'une réforme d'ampleur. Et ils expliquent qu'au lieu d'imposer les transmissions à chaque décès, finalement, vous auriez la totalité des transmissions, les donations, les héritages, toutes sources confondues dont l'héritier a bénéficié. Voilà, donc en fait, si vous recevez plus, vous êtes exposé à des taux plus élevés. Et aussi, autre chose qui est intéressante, l'assiette de l'impôt doit inclure la plupart de la totalité des actifs. Attention aussi à certaines exonérations qui permettent aujourd'hui de sortir un petit peu, soustraire une partie du patrimoine à l'imposition. Ça, c'est pour la partie vraiment... Les œuvres d'art, c'est ça, non Notamment. Je pense qu'ils pensaient
à ça, oui, tout à fait. Bon, donc voilà pour le côté transmission, patrimoine, souvent débattu en France, mais sujet évidemment sensible et inflammable. Ça tombe bien parce qu'il y a aussi l'histoire des retraites, de la réforme des retraites, on en reparle ici, et pour le coup, là on a le sentiment que les vues du rapport sont assez proches de celles aujourd'hui de l'exécutif. D'ailleurs, il y a plusieurs articles qui disaient, bon là, on a presque l'impression, enfin, non, c'est pas ce qui est dit, mais pas qu'ils ont écrit sous la dictée, mais en tout cas, on a une vue qui effectivement est très proche, sous l'influence, puisque en fait, la commission explique que finalement... Elle est indépendante, la commission. Elle est indépendante, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il faut préciser qu'elle a expliqué que ce rapport, c'est une boîte à outils. Tout n'est pas de la mesure clé en main, exactement comme vous l'avez dit. Et l'Élysée était très clair sur le fait que ce serait une source d'inspiration, mais qu'il ne se liait pas les mains par ce rapport et que voilà, il allait l'utiliser comme un moyen de réfléchir. Donc, effectivement, si on en revient sur la retraite, le système tel qu'il était défendu au départ de la retraite à points présenté dans sa réforme initiale par Emmanuel Macron semble une excellente base de départ pour la Commission, elle le dit. Donc ça, c'est quand même une chose qui est intéressante à noter, alors que finalement, depuis, le gouvernement a plutôt fait marche arrière. On est revenu sur un système paramétrique beaucoup moins ambitieux. Et encore, c'est pas fait non plus. Et encore, c'est pas fait non plus. Je pense que ça va beaucoup discuter sur le sujet. Mais pour le rendre plus distributif, ils proposent notamment de donner des systèmes de points gratuits aux 40% des travailleurs les moins riches, les bas salaires, les carrières précaires, les carrières hachées, les accidents de parcours, et de faire partir plus tôt les actifs ayant eu un métier pénible, la fameuse pénibilité. Donc, prise en compte à la fois, c'est ce que je vous disais, finalement, des salaires des gens qui ont eu parfois les carrières les plus compliquées et des gens qui ont eu de la pénibilité. Mais au global, quand même, pas de surprise, il faudra, selon ce rapport, travailler moins longtemps. Mais oui, et c'est le mot... Non, plus longtemps. C'est inévitable, David, de retarder l'âge de départ à la retraite, qui reste aujourd'hui, en France, c'est l'âge le plus bas des pays de l'OCDE. Donc là, on n'y coupera pas, surtout que le nombre de retraités par rapport aux actifs va augmenter de 36% dans les 20 ans à venir. Donc là, effectivement, en revanche, là, ce que nous dit la Commission, c'est intéressant. Elle abandonne ce côté âge pivot à 64 ans. Et l'idée, c'est plutôt... Ouais, j'ai pas tout compris, là. Mais en fait, oui, alors, je pense que c'est là où on n'est pas dans le clé en main. Déjà, il nous explique qu'il va falloir avoir un rapport simple et transparent entre les revenus cotisés et les points touchés, entre guillemets. Donc ça va être intéressant. Et en fait, ils veulent substituer à ça, finalement, une fenêtre de tir, si je puis dire, dans laquelle vous pouvez partir, grosso modo, à partir de l'âge de 62 ans, mais en prévoyant des mécanismes incitatifs ou plutôt pénalisants, mais beaucoup plus incitatifs que la décote-surcote qu'on avait évoquée, encore plus incitatifs que ça, pour effectivement motiver les gens qui le peuvent à rester actifs plus longtemps, voire beaucoup plus longtemps s'ils le peuvent. Alors, dans les propositions choc, il n'y a pas seulement le patrimoine, il n'y a pas seulement les retraites, il y a aussi, pour le coup, la transition climatique et le retour de la taxe carbone, qui a mis du monde dans la rue quand même. Oui, taxe carbone qui avait mis du monde dans la rue. Et là aussi, ils expliquent que oui, la taxe carbone, c'est un très bon moyen d'accélérer la transition climatique. Ils le reconnaissent. Ils proposent même de l'élargir au logement, au transport. En revanche, et c'est là où c'est intéressant, pour elle, ne doit pas constituer une nouvelle recette fiscale. Et ils proposent d'allouer tout ou partie des recettes aux ménages modestes, aux perdants du système. De la redistribution. Exactement. De dire que finalement, ça doit être un moyen de redistribution. Tout cela s'accompagne d'une croissance constante des prix du carbone jusqu'en 2050. Et puis, on met un terme aux subventions aux énergies fossiles. On a également une préconisation d'absence totale d'exemption dont bénéficient actuellement certains secteurs. Donc là, c'est quand même assez ambitieux sur le papier. Et puis, finalement, un peu le retour d'une taxe carbone aux frontières de l'Europe de façon à éviter le dumping environnemental. C'est-à-dire que si vous produisez effectivement, si on vote tout un corpus de normes qui est engageante, qui est coercitive, si vous ne les respectez pas... Alors, il y a ce côté sur le carbone, il y a aussi ce côté sur l'aspect social. Si vous faites travailler des enfants ou des gens en mauvaises conditions, potentiellement, vous aurez c'est un peu le retour de la TVA, de la taxe sociale, finalement, aussi, qu'on avait eu proposé sous Nicolas Sarkozy. Voilà, il y a plein d'autres choses dans ces 500 pages à lire dans ce rapport, notamment sur la formation professionnelle, sur la réforme du système éducatif. On se dit de quoi peut-être nourrir
un programme présidentiel pour le président. Tiens, est-ce qu'il parle d'un impôt sur les plus riches? Alors ça a été, je l'attendais, finalement ça n'est pas vraiment traité dans le rapport. Ça a été biffé, ça a été caviardé au dernier moment. Je ne sais pas. En tout cas, Blanchard nous dit un impôt de solidarité exceptionnel, mais pas impensable. Ah bah avec ça, hein. Voilà. Mais Ça bon, s'appelle une litote, ça. Hein. je ne sais pas. En tout cas, on le disait dans un épisode précédent d'Ecorama, il va falloir trouver des recettes supplémentaires. Donc c'est peut-être thème de campagne, on verra. Olivier Besançon qui disait l'argent, on prendra là où il est. Voilà. Ce rapport, 500 pages, si vous vous embêtez, vous ennuyez ce week-end, à lire. Juste en dessous, on le met en ligne. On le met en lien, ouais, tout à fait. Allez, merci Laurent. Merci Salut. David. Ciao.